Imaginez une ville sous les bombes, des milliers de familles fuyant leur maison, des enfants innocents victimes d'un conflit qui semble sans fin. La guerre entre la RDC et le Rwanda n'est pas un simple affrontement entre voisins, c'est une tragédie enracinée dans l'histoire, une conséquence d'anciennes blessures jamais réellement cicatrisées. Mais pourquoi cette guerre perdure-t-elle? Quelles sont les vraies raisons derrière ce chaos? Qui en profite et qui en souffre? Aujourd'hui, nous allons remonter aux origines de ce conflit et comprendre ce qui a conduit à la situation actuelle. Restez jusqu'à la fin pour tout saisir et mieux comprendre cette guerre qui déchire la région des Grands Lacs depuis des décennies. Avant de commencer, si vous souhaitez recevoir des analyses détaillées sur les enjeux majeurs de notre monde, abonnez-vous à votre chaîne L'Œil du Savoir et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire de cette guerre remonte bien avant les combats d'aujourd'hui. Tout commence avec le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Mais pour comprendre, il faut aller encore plus loin. Lorsque le Rwanda obtient son indépendance en 1962, les tensions entre Hutus et Tutsis ne sont pas nouvelles. Avant même la colonisation, ces deux groupes partageaient une société structurée par un système socio-économique où les Tutsis, souvent éleveurs, occupaient une position dominante par rapport aux Hutus, majoritairement agriculteurs. La colonisation belge a exacerbé ces distinctions en favorisant les Tutsis, ce qui creusera encore davantage le clivage entre les deux groupes. Ce favoritisme colonial a non seulement créé des inégalités structurelles, mais a aussi nourri des rancœurs qui ont explosé après l'indépendance. En 1990, le Front patriotique rwandais, FPR, composé en majorité de Tutsis exilés, tente de reprendre le pouvoir, provoquant une guerre civile. Pendant 4 ans, le pays est plongé dans un conflit sanglant où les violences ethniques et les manipulations politiques s'intensifient. L'intervention de la France, à travers l'opération turquoise en 1994, soulève également des débats sur le rôle des puissances étrangères dans la gestion de cette crise. En 1994, un événement tragique marque un tournant décisif. L'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu. C'est le déclenchement du génocide des Tutsis. En seulement 100 jours, près de 800 000 personnes sont massacrées. Mais ce drame n'est que le début d'une vague de violence qui va se propager au-delà des frontières du Rwanda. Le FPR, dirigé par Paul Kagame, prend le pouvoir, forçant les génocidaires à fuir massivement vers le Congo, alors appelé Zaïre. Ce déplacement massif de population n'est pas anodin. Parmi ces réfugiés, de nombreux miliciens interahamwe et des anciens soldats rwandais trouvent refuge dans l'est du Congo et préparent leur revanche. Avec le soutien de certaines factions locales et une aide humanitaire détournée, ils se remobilisent et lancent des attaques contre le nouveau gouvernement rwandais. En réponse, le Rwanda et l'Ouganda interviennent militairement. En 1996, l'armée rwandaise, soutenue par l'Ouganda, entre en territoire congolais sous prétexte de chasser les génocidaires. Mais cette intervention marque le début d'une guerre qui va engloutir toute la région dans un chaos prolongé. Laurent Désiré Kabila, avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda, renverse le régime de Mobutu en 1997 et prend le pouvoir à Kinshasa. Cependant, des tensions émergent rapidement, notamment sur la gestion des ressources minières. En 1998, une nouvelle guerre éclate, la Deuxième Guerre du Congo, souvent appelée la guerre mondiale africaine en raison du nombre de pays impliqués. Ce conflit complexe voit l'intervention de plusieurs nations africaines, dont l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, qui soutiennent Kabila contre le Rwanda et l'Ouganda. Pendant ce temps, les richesses du Congo attisent les convoitises. Coltan, cobalt, diamants, ces ressources stratégiques attirent des multinationales et des groupes armés, qui les exploitent en alimentant le conflit. La guerre devient alors également économique, avec une implication croissante d'entreprises étrangères cherchant à profiter de l'instabilité pour sécuriser des contrats d'exploitation minière avantageux. Les puissances occidentales, qui dénoncent officiellement les violences, sont aussi accusées de profiter du commerce des ressources naturelles congolaises. Des entreprises multinationales, notamment dans les secteurs de l'électronique et de l'armement, sont régulièrement pointées du doigt pour leur implication dans l'achat de minerais dits de sang, tels que le coltan et le cobalt, essentiels aux industries technologiques. Des pays comme les États-Unis, la Chine et certaines nations européennes sont soupçonnés d'alimenter indirectement le conflit en fermant les yeux sur les pratiques douteuses de certaines sociétés opérant dans la région. En outre, les efforts diplomatiques, comme ceux menés par l'ONU, ont souvent été entravés par des intérêts économiques divergents. Malheureusement, le conflit ne s'est jamais vraiment terminé. Aujourd'hui encore, la ville de Goma est sous les bombardements, des millions de personnes sont déplacées, et la communauté internationale semble incapable de trouver une solution durable. Les groupes armés, tels que le M23 et les FDLR, continuent de semer le chaos,
exploitant les ressources du pays et terrorisant la population locale. L'ONU, présente avec la MONUSCO, peine à stabiliser la région, et les intérêts économiques priment sur la paix. Le silence de la communauté internationale est troublant. Alors que certaines puissances dénoncent la situation, d'autres profitent discrètement de l'exploitation des ressources du Congo. Mais une question demeure, combien de temps encore cette guerre va-t-elle durer? Plusieurs initiatives de paix ont été tentées, notamment les accords de Lusaka en 1999 et ceux de Sun City en 2002, visant à instaurer un dialogue entre les parties en conflit. Cependant, ces efforts ont souvent échoué en raison du non-respect des engagements, des intérêts économiques en jeu et de l'implication d'acteurs extérieurs. Ce conflit est une tragédie humaine et économique, un jeu de pouvoir où les grandes puissances ferment les yeux sur les souffrances des populations. L'histoire du Congo et du Rwanda est marquée par des décennies de manipulation politique, de jeux d'alliance et de trahison. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les racines de cette guerre et ses enjeux actuels, n'oubliez pas d'aimer et de partager pour sensibiliser davantage de personnes. Plus nous serons nombreux à comprendre, plus nous pourrons agir. Et surtout, abonnez-vous à l'œil du savoir pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Pleurer longtemps. Et j'ai marché encore vers les collines, en cherchant ma maison au milieu de ces ruines. Et soudain j'ai trouvé